Kamuma est une pauvre vieille chargée d'années et d'expérience. Elle ne sait plus où elle en est de la vie. Mariée toute jeune à Cassis, elle a d'abord vécu sous l'autorité d'un rude beau-père et d'une belle-mère tyrannique. Elle a eu des belles-sœurs, filles de sa belle-mère, femmes de ses beaux-frères. La famille était nombreuse, la vie très difficile. Elle a appris à supporter et à peiner. Elle a connu l'injustice et la méchanceté, le plus souvent comme victime, mais capable de rendre œil pour œil, tout comme une autre à l'occasion. Elle a eu des enfants, filles ou garçons. Elle a connu la souffrance des enfantements sans soin, les nuits de veille et de maladie, les années de privation ou de deuil. Elle a vu s'éparpiller dans le village et enfin dans le cimetière toute cette famille. Ses enfants ont rejoint ses parents dans la tombe et un beau jour, elle s'est retrouvée seule. Le jour où il ne lui resta plus que Cassie, son mari et Hammer, son plus jeune fils. La situation lui a paru très nette. C'était tout simple. Il fallait élever Hammer, en faire vite un homme qui pût se charger de ses vieux parents. Hammer fut entouré de soins, dorloté, non comme enfant unique, mais comme source précieuse de quiétude future, de bonheur sénile et égoïste. Kamuma et Cassie ont mal joué durant toute leur existence, car le jeu de la vie exige des atouts que des gens comme eux ne peuvent pas avoir. Néanmoins, à force de perdre et de continuer quand même à vivre, on finit par se convaincre de la puérilité du jeu. Qu'on meurt à ce moment-là, alors tout est réglé. Que l'on tienne encore quelque temps, on n'a plus le goût d'espérer, d'aimer ou de vouloir. On se laisse sombrer. C'est ce qui arriva aux parents d'Hammer. Lorsqu'ils comprirent que leur dernier beau rêve serait aussi vain que les autres, ils s'aperçurent que les vieux ressorts trop tendus de leur cœur se brisaient, tous ensemble. Ce palais splendide avec Hammer au centre, l'éclairant comme une lumière resplendissante, était une chimère. Cette chaude sécurité qui devait entourer leurs vieux jours, ce fils affectueux qui promettait de leur clore les paupières, il fallut ne plus y penser. Hammer, une fois en France, s'occupa de ses propres affaires. Il n'accepta pas le marché qui aurait consisté à disposer de lui uniquement pour eux. Il perdait une fois de plus, une dernière fois. Ils n'en voulurent pas à leur fils, mais se désintéressèrent d'Hammer aussi totalement qu'on se détourne d'un enjeu perdu qui passe entre les mains de l'adversaire. Toutefois, il n'y avait plus rien à jouer. Kamuma connut la misère. On aurait tort de dramatiser, d'y mettre du sentiment, car les gens bien pourvus et qui ont du cœur s'apitoient souvent, sans savoir au juste de quoi il s'agit. Quand on le sait, on s'aperçoit vite que c'est un fantôme sans méchanceté qui n'a presque pas d'effet sur celui qui l'étreint. Peut-être est-ce dans le dessein de lui faire connaître ce fantôme que Jésus a proposé jadis à l'homme riche de se dépouiller consciencieusement. Mais depuis lors, chacun se contente de vouloir soulager la misère, non de s'y plonger.
Mahomet, pour ne pas être en reste, a imposé à ses fidèles un jeûne prolongé de façon à leur bien faire sentir les affres de la faim. Le résultat n'est pas meilleur en définitive, car on vit tous les jours dans l'attente de ce que l'on mangera le soir. L'appétit s'aiguise, le palais et l'odorat s'excitent. On est heureux d'avoir faim. Voilà pourquoi le riche ne peut connaître la misère. D'ailleurs, le pauvre n'a pas plus faim qu'un autre. Son état n'est pas particulier. C'est simplement une question de degré. On glisse sur une pente insensible, on descend, on descend. S'il arrive de sombrer, on ne s'en aperçoit même pas. Ah, cette pente! Qui peut dire qu'il ne s'y engagera jamais? Lorsque Rassi et Kamoma se virent seuls et délaissés, ils voulurent s'arranger pour bien terminer leur jour, mais étaient résolus autrefois à se priver plutôt que de vendre leurs biens, afin de laisser plus tard toutes les parcelles intactes au petit Hamar. Hamar, maintenant, était grand et les abandonnait. Le marché conclut implicitement avec le fils tombé de lui-même. Aucune rancune. Nous allons bientôt partir, dit le vieux. Nous ne pouvons nous priver. Il vendit les champs, l'un après l'autre. La première parcelle qui changea de main fut Tamazirt, un endroit convoité depuis longtemps, situé à l'entrée du village, planté de figuiers, bien exposé, propre à la construction. Quand il reçut l'argent, Rassi eut l'impression de remporter une petite victoire sur lui-même. Les deux vieux furent aussi exubérants que des enfants. « Et t'as payé comptant, dit Kamoma. Oui, voici les pièces. C'est bien fait. Nous voilà tranquilles maintenant. Notre pain est assuré. C'est mon avis. À notre âge, l'argent vaut bien mieux que le terrain. Il permet de vivre tout de suite. Demain, vendredi, j'irai au marché. Réfléchis à tout ce qu'il faudra acheter. Nous aurons de la viande. Tu lui as dit de garder le secret sur la somme? Il ne faut pas chanter que nous avons de l'argent. Voilà pourtant nos Tamazirt partis, la prunelle de mes yeux, la mieux entretenue, la plus enviée. Nous l'aimions bien, ma femme. Parlons-en. Les figuiers se dessèchent, comme nous, et ne produisent plus. Chaque année, la terre s'en va. La roche apparaît. La haie n'existe plus. Les bergers et les voleurs te narguent. Personne ne respecte plus nos bornes. Tu n'es plus en état de labourer ou de tailler. C'est un meshmel que tu as vendu. Je ne m'en plains pas, moi. Il fut un temps où j'aurais plutôt vendu un morceau de mon cœur. Ne disons pas de mal de Tamazirt. C'est bien heureux que nous l'ayons eu aujourd'hui pour en tirer ce dernier profit. Ce n'est pas lorsque nous serons sous terre que nous en profiterons. Je craignais seulement que nous ne trouvions pas d'acquéreur à un si bon prix. Tu as bien raison. Nous en reparlerons sans doute lorsqu'il faudra vendre encore. Ils ne croyaient pas si bien dire. Ils vécurent un certain temps sur cet argent. Le jour de marché, on pouvait rencontrer sur la route la longue silhouette de Rassi. Il s'en allait de bon matin, de son pas mesuré de vieillard, la tête sous le capuchon, un bâton à la main, le sac en peau de mouton dissimulé sous le burnous. Parfois, il avait un compagnon, comme lui. Durant tout le trajet, il parlait à la légère de la difficulté des temps, de la jeunesse ingrate, de l'oubli des pratiques religieuses.
Mais intérieurement, Rassi ne songeait qu'à ses commissions, ce morceau de foie qu'il ne fallait pas oublier d'acheter, le kilo de sucre qu'attendait la vieille, ainsi que le pain que viendrait vendre un boulanger de la ville. Au marché, il faisait le tour de tous les étalages, achetait de temps à autre des friandises qu'il enfouissait furtivement dans la poche profonde de sa gondola. Il ne se hâtait jamais, palpait les denrées avec gourmandise, n'osait pas discuter les prix, glissait, timide, d'un marchand à l'autre, et craignait de se faire remarquer. Il réussissait à remplir sa peau de mouton, puis revenait de bonne heure à la maison, sans se presser, impassible, solitaire, ou en tout cas silencieux, n'écoutant que sa joie intérieure, faite de quiétude éphémère, de douce insouciance. La joie de pouvoir bien vivre malgré les menaces de l'âge. Kamuma est aussi discrète que lui sur ses marchés. Ils ne font pas de bruit. Ils sont heureux et égoïstes comme les derniers jours de septembre qui s'achèvent, sans remords, avant les premières pluies. Le petit arbuste affaibli par les ardeurs du mois d'août. Leur bonheur est aussi fragile que l'arbuste, mais ils croient qu'ils n'iront pas plus loin eux-mêmes.